Je dois dire qu'en dehors de toutes les qualités que vous connaissez, où vous avez fait plus connaissance par la biographie de notre orateur, je dois ajouter sa grande gentillesse, puisque l'ayant revu au club Turgot, au cercle Turgot, quand je lui ai proposé d'intervenir dans notre cercle, il m'a dit tout de suite « Oui, bien sûr, cher Éric Vonch ». Ça m'a beaucoup touché, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur. Je sais votre grande occupation. Je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans notre pays, notamment sur la crainte d'une nouvelle crise financière, économique. Votre très grande expérience va pouvoir nous éclairer. Et d'emblée, je passe la parole à notre cher Thierry Rambaud. Merci beaucoup, cher Éric. Monsieur Jean-Claude Trichet. Votre parcours, monsieur, est tout simplement exceptionnel. Vous avez eu des expériences nombreuses, diverses, comme acteur majeur du système monétaire, bancaire, financier, économique français, européen et international. Vous avez présidé la Banque Centrale Européenne, vous avez été gouverneur de la Banque de France, vous êtes aujourd'hui gouverneur honoraire de la Banque de France, vous présidez la Commission trilatérale pour l'Europe. Vous êtes à la fois un acteur du système économique européen et international, mais vous avez aussi ce recul qui est si appréciable et qui permet d'analyser les choses, de les mettre en perspective. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment très heureux ce matin de vous accueillir pour une analyse de ce système économique, bancaire, sur le plan européen et international. Et évidemment, ça impacte profondément notre pays. Éric l'a dit, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes quand on rencontre un certain nombre de banquiers ou de responsables. Ils nous disent que peut-être tous les enseignements de la crise de 2008-2010 n'ont pas été tirés. Donc évidemment, il y a des inquiétudes, il y a des interrogations, et vraiment votre présence ce matin est une grande chance pour nous, et nous vous en remercions très chaleureusement. Merci, monsieur le gouverneur. D'abord, merci de m'avoir invité, cher Éric Vonch. Je suis impressionné par la beauté des lieux et aussi par le nombre, parce que nous remplissons vraiment la salle, et c'est un plaisir que d'être avec vous. Je dois vous dire que j'attache énormément d'importance au jeu des questions et des réponses, parce que vous savez mieux que moi, naturellement, ce qui vous préoccupe et les questions qui vous paraissent importantes et dans certains cas urgentes. Donc, considérez mon exposé comme étant un exposé introductif avec des têtes de chapitre pour autant de questions si vous avez matière à creuser tel ou tel sujet. Je vais vous dire un mot quand même de l'euro, un mot du Brexit et un mot, plus qu'un mot, des leçons de la crise, disons, non pas seulement sur le plan européen, mais sur le plan mondial. Et j'essaierai de vous donner une mesure, effectivement, de l'analyse qu'on peut faire sur la probabilité ou l'absence de probabilité d'une nouvelle crise du type de celle que nous avons malheureusement vécue en 2007, 2008, et aussi, bien sûr, s'agissant de la crise des risques souverains en 2010 et 2011, 12, 13. Nous avons vécu ensemble cette crise européenne. C'était d'ailleurs une crise mondiale, mais dont l'épicentre se trouvait en Europe. Donc, très rapidement, un mot sur l'euro. En gros, si vous voulez, je trouve qu'on baigne en Europe et dans le monde dans un environnement médiatique, de communication. Les messages sont très négatifs. Très très négatifs naturellement en Angleterre ou aux États-Unis, par voie de conséquence dans le reste du monde, parce que les grands médias sont évidemment English speaking, et donc le reste du monde est informé par ce qui vient
des médias parlant anglais. Mais même en Europe continentale, il me semble que un certain nombre de données ne sont pas connues vraiment. Et on peut dire que ce que je qualifierais comme succès de l'euro n'est pas vraiment perçu. Alors, je liste les succès de l'euro. Lorsqu'on l'a créé, très peu nombreux étaient ceux qui pensaient que ce serait une monnaie solide, inspirant confiance, crédible. Pourquoi ? Parce qu'on mélangeait en quelque sorte, on fusionnait le Deutschmark, le florin néerlandais, le shilling autrichien, le franc français qui, à l'époque, avait, comme vous vous en souvenez, juste avant l'euro, atteint un niveau de crédibilité fort après une dizaine, quinzaine d'années de désinflation compétitive. Nous avions, sur les 5 dernières années du franc, une inflation un peu inférieure à celle du Deutschmark, et donc une crédibilité qui avait été acquise par notre propre politique nationale. Mais il y avait aussi évidemment l'escudo, la peseta, la drachme et d'autres monnaies qui n'avaient pas fait leur preuve du tout. Donc le sentiment commun était que cette monnaie nouvelle était forcément une moyenne, qu'elle aurait la moyenne des crédibilités, la moyenne des confiances qu'on pourrait lui attribuer, et que donc elle serait médiocre, voire très médiocre. C'était le sentiment commun, à vrai dire, en Allemagne, qui donnait son Deutschmark pour créer l'euro, et certainement aussi aux Pays-Bas et dans d'autres pays. C'était aussi un peu confusément le sentiment en France, parce que, encore une fois, cette métaphore simple de la moyenne des monnaies composantes paraissait appropriée. Évidemment, c'était le cas aux États-Unis, où personne ne prévoyait que l'euro pourrait être crédible. Je passe là-dessus. L'euro a été crédible, à certains égards trop crédible, puisque l'une des principales critiques que l'euro a essuyé était « vous êtes trop élevé dans les marchés d'échange par rapport au dollar des États-Unis ». C'était évidemment assez paradoxal pour une monnaie dont on avait prévu à l'avance qu'elle serait peu crédible. Deuxièmement, indépendant de la crédibilité internationale, l'usage international de l'euro a été très rapidement, et s'est consolidé au total avec des fluctuations en haut et en bas, comme la seconde grande monnaie mondiale. Ce n'était pas non plus évident, parce qu'il fallait donc un élément de confiance, non seulement européen mais international, puisse cristalliser cette position. En gros, vous trouverez peut-être d'ailleurs dans les articles récents que j'ai publiés, notamment dans Commentaires ou dans d'autres revues, vous verrez les chiffres. En gros, si vous voulez, le dollar représente 60% de l'encours de dette internationale dénommé en dollars, dénommé dans toute devise. Le dollar représente 60% également à peu près des réserves de change. L'euro est à 20%, c'est-à-dire à peu près dans un rapport de 1 à 3. Et par rapport au yen, qui est la troisième monnaie, le yen japonais, l'euro est dans la position d'être 5 fois plus utilisé, 7 fois, 10 fois plus utilisé. Donc vous avez clairement une hiérarchie 1, 2, 3 extrêmement claire. Ça aussi, ce n'était pas prévu, certainement pas prévu vu de New York, de manière aussi claire et incontestable. À noter d'ailleurs qu'en tant que monnaie de paiement, l'euro a une position qui est beaucoup plus proche de celle du dollar des États-Unis. On a 40% à peu près, 42% pour le dollar des États-Unis, 31% pour l'euro. Donc on a deux devises qui sont, de ce point de vue-là, plus proches. Donc je note, si vous voulez, ce succès, entre guillemets, international. Sur le plan domestique, je n'ai pas besoin de vous dire que l'euro a conservé sa valeur en Europe. L'inflation moyenne depuis la création de l'euro annuelle a dû être de l'ordre de 1,75%. Comme nous avions donné à l'avance à l'ensemble de nos concitoyens la mesure du succès tel que nous l'établissions, n'oubliez pas que la stabilité de la monnaie est la principale mission que les démocraties européennes ont donnée à la Banque centrale européenne. Nous avions dit moins de 2%, mais proche de 2%. Pour ne pas accréditer l'idée que nous négligions le risque de déflation. Donc nous avons très très clairement dit mais proche de 2%. 1,75% n'est pas
hors de la définition de la stabilité des prix qui avait été donnée. Et bien entendu, s'il n'y avait pas eu une période d'inflation extrêmement faible dans laquelle nous nous trouvons encore dans l'ensemble de l'économie européenne, nous serions probablement à 1,90 ou quelque chose comme ça, qui était, lorsque je suis parti moi-même de la Banque Centrale Européenne, nous étions en moyenne annuelle depuis le début, donc en comptant la période où je n'étais pas moi-même président, mais pendant laquelle c'était Wim Duisenberg qui était le président, quand je suis parti, nous étions à 2%. Donc on voit que nous avons effectivement assuré la stabilité des prix dans des conditions qui étaient conformes, disons, à ce que nous avions dit. Et nous avions donné la mesure, en quelque sorte, pour nous juger, pour que nos concitoyens, compte tenu du mandat que nous avions reçu, puissent nous juger. Un autre élément qui, je crois, est important pour bien mesurer ce que représente l'euro, c'est le soutien populaire. On le sait bien en France parce qu'on a pu mesurer à quel point l'euro était en réalité beaucoup plus accepté par nos concitoyens que ce qui était prévu ou ce qui était pensé. On l'a vu notamment lors des élections présidentielles, on l'a vu aussi dans le changement de position vis-à-vis de l'euro, de certaines sensibilités politiques ici en France. On a eu l'exemple de la Grèce qui était assez spectaculaire parce que le gouvernement grec ne voulait pas l'ajustement économique difficile qu'il fallait malheureusement faire parce que le déséquilibre des finances, du budget et des comptes externes grecs était tragique. Mais après avoir élu un gouvernement qui avait clairement dans son programme de ne pas accepter l'ajustement économique nécessaire, après avoir fait un référendum qui disait clairement que les concitoyens grecs refusaient l'ajustement économique, on s'est retrouvé dans une situation où, en dernière analyse, les Grecs ne voulaient pas quitter ni l'Europe ni l'euro. Et ils ont, en somme, forcé leur propre gouvernement à accepter l'ajustement parce que le peuple grec ne voulait pas partir. L'Italie vient de nous donner un autre exemple. On a des problèmes avec l'Italie qui sont assez monumentaux en ce moment. On pouvait penser que l'Italie viendrait avec son nouveau gouvernement et cette alliance assez originale pour quitter éventuellement l'euro ou quitter l'Europe. C'était ce qui était anticipé d'ailleurs aux États-Unis et en Angleterre assez fortement. Or, peut-être l'avez-vous vu, très rapidement, le gouvernement a dit nous n'avons pas l'intention de quitter l'euro. Les deux chefs des deux grands partis qui constituent ce gouvernement ont dit la même chose et on s'explique ça très bien. Il y a une majorité substantielle en Italie pour rester dans l'euro et dans l'Europe. Au total, je vous donne un chiffre qu'il faut, si j'ai quelques messages chiffrés, celui-là est l'un de ces messages. Quand vous posez la question à tous les Européens membres de la zone euro, est-ce que vous approuvez ou désapprouvez la phrase suivante? La phrase est, je la cite de mémoire, est posée dans l'enquête d'opinion qui s'appelle l'Eurobaromètre, tous les 6 mois, et elle est libellée à peu près comme ça, une économie européenne unique avec une monnaie unique, l'euro. Alors approuvez-vous, désapprouvez-vous? 75% des Européens membres de la zone euro approuvent. Et la désapprobation, dans mon souvenir, est à hauteur de moins de 20%. Donc vous avez effectivement, très largement dans tous les pays, un soutien qui est fort. Si vous êtes intéressé par la France, de mémoire, nous sommes à 72%, quelque chose comme ça. Et on s'en est rendu compte d'ailleurs dans la période récente que j'évoquais, la période politique récente que j'évoquais. Les Allemands sont à 81% et l'ensemble des Européens, y compris les Grecs et les Italiens, sont largement majoritaires pour soutenir l'euro. On n'aurait pas pu tenir dans la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, et je vais revenir sur cette crise, s'il n'y avait pas eu un soutien populaire, c'est clair. Or, nous avons tenu, c'est un autre succès, si vous voulez, de l'euro et de la zone euro, dans des conditions qui n'étaient pas prévues, là non plus, par un certain nombre d'observateurs, pas simplement à Londres et à New York, ailleurs dans le monde et aussi en Europe.
le fait que l'euro en tant que monnaie et que la zone euro en tant qu'entité fondamentale, le marché unique à monnaie unique, est tenu dans la crise, est assez remarquable, encore une fois, non anticipé par beaucoup. Mais pour vous donner là aussi deux chiffres qui sont assez parlants et qui peuvent être utilisés en démonstration du fait que nous sommes plus solides ou plus résilients, comme on dit aujourd'hui, que cela n'était anticipé. Nous étions 15 pays membres de la zone euro au moment où Lehman Brothers a déposé son bilan. 15 pays membres de la zone euro, y compris la Grèce. Sur ces 15 pays, quand je vous parle aujourd'hui, il y a toujours 15 pays membres de la zone euro, les mêmes, y compris la Grèce, l'Irlande, le Portugal et l'ensemble des autres. Je cite l'Irlande, le Portugal et la Grèce parce que c'est les trois premiers pays qui ont été soumis à forte pression par les marchés lorsque la crise des risques souverains a éclaté. Mais il y a 4 nouveaux pays qui, depuis le dépôt de bilan de Lehman Brothers, sont entrés dans la zone euro. Donc 15 plus 4 égale 19. Nous sommes 19 aujourd'hui dans la zone euro. Comme illustration de la résilience, disons, de la zone euro dans la crise, je crois que c'est le meilleur, le couple de chiffres qui est le plus convaincant, si je puis dire, parce qu'il est incontestable. Vous n'entendrez jamais dire ça, à vrai dire. Je ne crois pas qu'aucun d'entre nous n'ait lu où que ce soit, ni dans la presse d'ailleurs européenne, ni dans la presse anglo-saxonne. Nous sommes plus résilients que nous ne le pensions. On est passé de 15 à 19. Parce que c'est un peu contre la mantra, comment dirais-je, ce qui est généralement accrédité et qui n'est pas non plus absolument faux, à savoir, nous avons été très secoués, nous avons été dans une vraie crise, nous avons eu à lutter dans des conditions qui étaient très difficiles. Cette résilience, je l'attribue évidemment au soutien populaire, qui encore une fois n'était pas anticipé. D'ailleurs en France, ça a été un peu une surprise de découvrir que finalement, alors que tout le monde disait pique-pendre de l'Europe et aussi de l'euro au passage, quand on voit l'attitude de nos concitoyens, elle est très différente. Mais il y a aussi le fait que dans la crise, comme toute construction historique qui a traversé des temps de turbulence, des défis supplémentaires, soit du fait de l'audace même du projet, et il ne faut pas oublier que créer une monnaie unique de manière, en dehors, si vous voulez, de guerre ou d'événements dramatiques, mais en temps de paix, c'est en soi une ambition extraordinaire. Et les Européens eux-mêmes ne sont pas forcément très conscients du fait que ce qu'ils ont décidé de faire est extraordinairement ambitieux, alors qu'on peut le comprendre, vu des États-Unis, l'ambition du projet européen apparaît comme étant flagrante. Donc il y avait, disons, les défis simplement liés à l'ambition du projet, et puis il y avait la crise elle-même, la crise non pas née en Europe, mais née aux États-Unis, les subprimes d'abord, et le dépôt de bilan de Lehman Brothers ensuite, dans les années 2007 et 2008. Et donc on s'est retrouvé dans cette situation extraordinaire d'avoir à tenir le coup alors qu'on avait la crise la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale et la crise la plus grave même depuis la Première Guerre mondiale, parce que sans les décisions qui auraient été prises dans l'instant, nous n'aurions certainement pas tenu au niveau mondial dans les conditions qui nous ont évité finalement une très grande dépression du type de celle des années 1929-1930 au XXe siècle. Donc au total, nous nous sommes trouvés dans une situation où les Européens ont dû prendre des décisions. La liste des décisions prises dans la crise est assez considérable. Nous avons signé 2 nouveaux traités. On n'en parle pas trop parce que bon, c'est déjà du passé, mais ça n'existait pas avant la crise, ça n'existait pas au moment où nous avons créé l'euro. Donc un nouveau traité pour compléter le pacte de stabilité et de croissance et qui se concentre donc sur les questions proprement budgétaires, et un autre traité qui crée le mécanisme de stabilité européen, donc qui est le fonds
doit permettre, qui n'existait pas évidemment avant la crise, et qui doit permettre de tenir s'il y a de nouveaux défis très importants, de nouvelles crises très importantes. Pour vous donner une idée de l'ordre de grandeur, le capital appelable de ce mécanisme de soutien européen est supérieur à 700 milliards d'euros. Donc c'est un énorme capital appelable qui est supérieur au capital appelable des autres institutions multinationales dans le monde. Donc on n'est pas très conscient de ça, mais ça prouve à quel point les Européens ne sont pas restés immobiles, disons, dans la crise qu'ils ont dû traverser. Autre élément, l'union bancaire, qui est évidemment une décision extrêmement importante sur le plan structurel et qui est probablement la plus importante depuis la création de l'euro. Et on peut citer d'autres éléments importants qui ont, disons, accompagné la crise, mais vous voyez deux nouveaux traités, une nouvelle réforme structurelle majeure, et aussi un nouveau pilier de gouvernance économique qui s'appelle, dans un horrible jargon, le mécanisme de surveillance des grands déséquilibres macroéconomiques, et qui est censé permettre, au niveau de la gestion d'ensemble de la zone euro, le contrôle des évolutions de compétitivité et des évolutions des comptes externes, qu'ils soient d'ailleurs excédentaires ou déficitaires. Donc, vous voyez, les Européens, encore une fois, ne sont pas restés immobiles. La résilience que nous avons observée n'est pas simplement liée à la solidité du concept de départ, pas simplement liée au soutien populaire, mais aussi liée aux décisions qui ont été prises dans la crise, y compris les décisions nationales très difficiles auxquelles j'ai déjà fait allusion, prises en Grèce, en Irlande, au Portugal, en Espagne, et qui ont permis à ces pays de surmonter, disons, les difficultés majeures qu'ils pouvaient avoir. Alors j'ai dit qu'il n'y avait pas que des succès. Il y a un dernier succès relatif qui est paradoxal aussi. Là aussi, j'ai quelques chiffres à vous soumettre. Nous avons cru sur la zone euro, depuis la création de l'euro, à peu près au même rythme que les États-Unis d'Amérique depuis leur propre création. Alors, j'appelle votre attention sur le fait que la comparaison ne doit pas normalement être une comparaison simplement en valeur absolue de croissance, mais en valeur par tête. Est-ce que la croissance par tête entre la zone euro et les États-Unis est si différente? Et là, évidemment, comme le dynamisme démographique des États-Unis est très supérieur au nôtre, quand on fait le calcul en croissance par tête, on a à peu près les mêmes chiffres, qui ne sont pas d'ailleurs particulièrement glorieux. On doit avoir 1,2% aux États-Unis et 1,1% en Europe, si on prend toute la période depuis le début de l'euro, donc l'année 99. Donc au total, vous voyez, pas de quoi être dans ce domaine particulièrement fier, parce que les États-Unis ont un revenu par tête largement supérieur au nôtre, donc nous n'avons pas rattrapé les États-Unis dans cette période. Et on peut naturellement se dire qu'il est dommage que nous puissions nous contenter simplement de croître au même rythme, c'est-à-dire que l'écart de revenus par tête, de produit intérieur brut par tête, demeure le même. Ça prouve, enfin c'est une des raisons qui montre qu'on a encore beaucoup d'efforts à faire pour être au meilleur niveau possible au sein des pays avancés, tout en prenant en compte le fait que les pays avancés, eux-mêmes dans leur ensemble, ont beaucoup de problèmes en ce moment. Un autre élément qui nuance l'appréciation que je portais moi-même en parlant des succès, de la liste des succès, on avait cru, c'est un fait, et vendu, entre guillemets, d'une certaine manière, à certains pays, l'euro comme étant une sorte de mécanisme qui devait leur permettre spontanément d'atteindre le niveau de vie des meilleurs en Europe. Par exemple, l'idée que la Grèce devait un jour rejoindre le niveau de vie français ou allemand paraissait naturelle. Ce n'est pas du tout naturel, naturellement. Même dans une zone à monnaie unique, la croissance et le produit intérieur brut par tête dépendent du travail que vous fournissez, de vos progrès ou absence de progrès de productivité et de l'ensemble, disons, des frais généraux qui pèsent sur le pays et qui peuvent entraver et croissance et création d'emplois. Ça n'avait pas été trop dit au départ. Donc l'idée selon laquelle le fonctionnement normal
du marché, d'une économie de marché, dans des circonstances créées par les décisions des Européens de marché unique à monnaie unique, devait normalement permettre cette convergence, disons, réelle. À vrai dire, ce n'est pas ce qui s'est passé. Au sein des 12 premiers pays de la zone euro, on n'a pas eu cette convergence réelle, significative. En revanche, les pays qui sont entrés après les 12, c'est-à-dire les 7 autres entrés après les 12 premiers, eux, effectivement, ont assez largement convergé. Donc le jugement, comme je le disais, est nuancé. On a une convergence réelle, incontestable, des 7 nouveaux, mais pas de convergence des 12. Est-ce que les Européens sont aberrants de ce point de vue, ou est-ce qu'il y a une naïveté excessive dans l'idée de croire que l'on peut partir du principe d'une sorte d'égalisation des revenus progressifs dans un marché unique à monnaie unique? Regardons les États-Unis et on voit que non. Les États-Unis, donc ce n'est pas une question simplement de temps, de mûrissement. L'écart de revenus par tête entre le Mississippi d'un côté et, mettons, l'État de New York ou le Massachusetts de l'autre est supérieur à l'écart de revenus par tête entre la Grèce et l'Allemagne. Donc, c'est une naïveté que de croire qu'il y a ajustement automatique du fait simplement du fonctionnement spontané de l'économie de marché. En réalité, la croissance, la prospérité et l'emploi, même dans une zone à monnaie unique, évidemment reposent sur la qualité, disons, de la gouvernance d'ensemble du système, mais aussi, évidemment, au premier chef, repose, et on le voit bien aux États-Unis, sur les politiques nationales, statales aux États-Unis, la manière dont convergent ou ne convergent pas les efforts, dont les progrès de productivité se manifestent ou ne se manifestent pas, et la manière dont les États, les nations, les pays peuvent attirer ou ne pas attirer, du fait de leur politique statale ou nationale, les investissements et la création d'emplois. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça, c'est un point sur lequel il faut beaucoup insister. Les États-Unis nous offrent une comparaison qui est aisée et assez impressionnante, encore une fois, même après, disons pour simplifier, 1 siècle et demi, 2 siècles de marché unique à monnaie unique. Je crois que, compte tenu de l'ensemble des éléments de gouvernance qui existaient au départ, le pacte de stabilité et de croissance, et qui ont été, comme je l'ai dit, extrêmement renforcés, on a, au moment où je vous parle, une gouvernance économique, financière, budgétaire de l'Europe, de la zone euro, très, très améliorée, ce qui ne veut pas dire qu'on peut être satisfait et se reposer sur nos lauriers. Je crois d'abord que les éléments de gouvernance que j'ai évoqués, pour certains d'entre eux, ne sont pas achevés. L'union bancaire n'est pas achevée, il reste encore beaucoup à faire. Deuxièmement, je crois qu'on n'applique pas comme on le devrait, et la France est évidemment malheureusement un cas plutôt exemplaire dans le mauvais sens, la politique budgétaire, la stabilité budgétaire, la sagesse budgétaire que l'on devrait appliquer. Et puis, il y a le problème de ce que j'appelais le mécanisme de surveillance des grands déséquilibres macroéconomiques, qui clairement n'est pas appliqué avec l'énergie qui serait requise. La Commission et le Conseil et l'Eurogroupe hésitent à dire à tel ou tel pays: vous avez perdu beaucoup de compétitivité, vous avez des déséquilibres internes et externes qui sont flagrants, il faut corriger ça. Ou bien, à tel ou tel autre pays, vous avez des suréquilibres externes qui sont flagrants, une surcompétitivité qui est flagrante, votre demande domestique n'est pas assez dynamique, il faut corriger ça. C'est ce que devrait inspirer à la Commission et au Conseil le mécanisme de surveillance que j'évoquais il y a un instant. On ne le voit pas, il reste extrêmement discret et je le déplore beaucoup. Donc vous voyez, je crois que quand on fait la liste de ce qu'il faut faire à partir de maintenant,
une application, enfin l'achèvement de ce qui a été décidé, qui n'est pas encore achevé, et l'application sérieuse de ce que on a effectivement imaginé comme nouveaux piliers de gouvernance, et notamment celui que je viens d'évoquer, sont les premiers points que je soulignerai. Ensuite, je crois, dans une perspective de long terme, qu'on pourrait et on doit, à terme, prendre des mesures qui appellent des modifications par traité. Alors, bien entendu, en période qui n'est pas une période de crise aiguë, un traité nouveau apparaît comme étant totalement hors de portée. C'était le cas encore en 2006. En 2006, un traité nouveau était, de l'avis général, absolument hors de portée. Il y a eu la crise, et dans la crise, comme je vous l'ai dit, on a négocié 2 nouveaux traités. Donc la crise vous met l'épée dans les reins, et vous prenez alors ensemble, collectivement, des décisions qui apparaissaient auparavant comme impossibles. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas en période de crise aiguë, et donc il apparaît totalement impossible d'avoir un nouveau traité, pour des raisons politiques. Je me situe dans une perspective de plus long terme, si vous voulez. L'Europe a commencé, il y a à peu près 2 tiers de siècle, à avoir l'ambition, c'est discours de Schuman, inspiré par Jean Monnet. Donc on est sur une ligne d'entreprise, si je puis dire, géostratégique, probablement l'une des plus importantes jamais tentées, et il n'est pas déraisonnable d'avoir une vision à plus long terme. Ce qui se passe en Europe est vraiment historique, et ce qui est historique demande à être analysé dans une perspective de long terme. Donc, dans une perspective historique de long terme, je crois qu'un jour, il nous faudra un ministre de l'économie de la zone euro. J'ai fait cette proposition d'ailleurs en 2011 à Aix-la-Chapelle. Et c'est une des propositions que le président de la République reprend dans sa liste de son programme, si je puis dire, de la Sorbonne, parmi beaucoup d'autres qui ne touchent pas simplement à l'union économique et monétaire. Il touche à la défense, à la sécurité interne et externe, à la culture, au contrôle des frontières, au contrôle fédéral ou quasi-fédéral des frontières. Il y a une très longue liste de progrès à faire, dont la plupart d'ailleurs, paradoxalement, je dis paradoxalement parce que pour le moment personne n'imagine que l'on puisse réellement avancer de manière très substantielle dans tous ces domaines, mais ce sont des domaines pour lesquels il y a un soutien populaire fort, si l'on s'en tient aux enquêtes d'opinion de l'Eurobaromètre que j'ai déjà évoqué, s'agissant des 75% de soutien à l'euro dans la zone euro. Donc je crois qu'à terme, on aura besoin d'avoir un ministère de l'économie et un ministre de l'économie de la zone euro capable d'appliquer l'ensemble de la gouvernance que j'ai évoquée, d'autres éléments de gouvernance qui apparaîtraient nécessaires, la gestion du budget de la zone euro, qui est un succès du président de la République dans sa négociation avec les Allemands, puisque la décision a été prise dans son principe. C'était aussi l'un des points qui était listé dans le programme de la Sorbonne, dans le discours de la Sorbonne. Autre élément auquel je suis moi-même très attaché, et qui est aussi dans ce discours, le fait de donner au Parlement européen, dans une formation zone euro, le dernier mot lorsqu'il y a un conflit, un désaccord entre un pays particulier et les recommandations inspirées par les piliers de gouvernance que j'ai évoqués, notamment sur le plan budgétaire et sur le plan économique, et recommandées donc par la Commission et par le Conseil. Le cas de la Grèce est un cas exemplaire. La Grèce, pendant un long moment, refusait d'appliquer ce qui lui était recommandé. On a résolu cette question très difficile, évidemment, avec une succession de happenings de chefs d'État et de gouvernement, observés par le reste du monde, qui se demandaient à chaque fois est-ce qu'ils vont trouver un accord ou pas. S'ils ne trouvent pas d'accord, alors la Grèce va quitter la zone euro, l'Europe, et donc on va avoir une déstabilisation systémique de l'ensemble du système. Et on peut comprendre cela, puisque en réalité, on n'avait pas de mécanisme pour trancher entre la légitimité démocratique du pays en question et la légitimité également démocratique
des institutions de la zone euro et de tous les gouvernements de la zone euro qui disaient à la Grèce il faudrait que vous fassiez ceci ou cela. Finalement, c'est le peuple grec, comme je l'ai dit auparavant, qui a décidé, en forçant en quelque sorte son propre gouvernement à ne pas sortir de l'euro ou de la zone euro. Tout ça a été très compliqué, très laborieux. Cela aurait été plus simple si nous avions une procédure. Et la procédure qui me paraît démocratiquement la plus appropriée consiste à donner le dernier mot aux élus du peuple. Et les élus du peuple, il y a deux grands élus du peuple, si je puis dire. Il y a ceux qui sont dans le Parlement européen et ceux qui sont dans le Parlement national concerné. Et c'est une combinaison de méditation, disons, entre les représentants des citoyens européens et nationaux qui devrait nous permettre d'avoir une procédure pour trancher. Je crois que c'est un fait, la gouvernance de l'ensemble de la zone euro a besoin d'une requalification démocratique. Ceux qui disent que ce n'est pas assez démocratique n'ont pas tort. Malheureusement, ceux qui disent que ce n'est pas assez démocratique disent en même temps pique-prendre généralement du Parlement européen. Et ils ont tort. En tout cas, ils ont tort si l'on s'en tient là aussi à cette enquête d'opinion Eurobaromètre qui, je dois dire, et ça c'est un message aussi que je vous livre qui me paraît important, vu de l'extérieur, et notamment des États-Unis et d'Angleterre, il va de soi que le populisme qui marque l'évolution des grands pays avancés est clairement et ne peut pas être autre chose qu'anti-européen en même temps. Le populisme est anti-européen, c'est la thèse. Alors, tous les pays avancés voient surgir, disons, ce qu'on appelle le populisme, c'est-à-dire un mélange assez complexe de nationalisme, protectionnisme, malaise plus ou moins considérable vis-à-vis des étrangers, des immigrants, etc. Refus de la mondialisation dans la mesure où elle appelle à des restructurations pénibles, toutes sortes de choses qui sont devenues le problème principal de l'ensemble des pays avancés, tel que je le perçois, aux États-Unis, en Angleterre et dans l'ensemble des pays avancés européens, qui ne se manifestent pas au Japon sous la même forme, mais on peut interpréter ce qui se passe au Japon aussi sous cet angle-là. Donc, formidable malaise d'une partie importante de la population et des concitoyens des pays avancés, et qui, quand on combine nationalisme, anti-globalisation, devrait normalement, effectivement, se traduire par un refus aussi de l'Europe, au passage. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Je vous ai déjà dit qu'on n'observait pas ce refus des Européens continentaux et de l'Irlande vis-à-vis de l'euro, par exemple, les 75%. De même, j'appelle votre attention, si vous avez la possibilité de downloader l'Eurobaromètre, qui est un énorme truc, et d'aller aux confiances ou méfiances vis-à-vis des institutions nationales et européennes. Alors vous pouvez comparer Parlement national, Parlement européen, gouvernement national et commission, qui est un peu l'équivalent, si vous voulez, du gouvernement national. Et vous voyez une chose absolument stupéfiante qui m'a beaucoup étonné moi-même, c'est qu'il y a plus de confiance au total, ou disons que la confiance moins méfiance est positive s'agissant des institutions européennes, les deux que j'ai citées, Commission et Parlement européen, et très négative s'agissant des institutions nationales, ce qui est évidemment horriblement inquiétant, et qu'on observe aussi aux États-Unis, mais très négatif. Beaucoup moins, enfin significativement, généralement 10 points de moins de confiance dans les institutions nationales que dans l'équivalent européen, et 20 points de plus de méfiance. Phénomène général, phénomène qui marque l'ensemble de nos concitoyens, pas simplement les populistes, entre guillemets, ou les extrémistes. C'est un phénomène de perte de confiance qui est extrêmement grave. Je crois qu'aux États-Unis, le Congrès a une confiance de 10%, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il va de soi qu'on n'est pas satisfait partout dans les pays avancés de ses propres institutions. Et même dans les pays qui ont très bien réussi sur le plan, en tout cas, de la lutte contre le chômage,
de la croissance, de l'équilibre purement économique, budgétaire ou financier. Au total, on a même dans ces pays un refus finalement d'accompagner, aussi bien que par le passé, les partis de gouvernement et la gestion antérieure. L'Allemagne est aussi un cas impressionnant, mais il n'y a pas que l'Allemagne. Ce qui se passe partout, y compris en Suède par exemple, hors de la zone euro, très grand succès objectif de la Suède, et ça n'empêche pas que le malaise et la frustration des citoyens s'incarnent, si vous voulez, sur le plan politique. Donc, paradoxe. Même frustration, même montée en puissance du populisme dans les pays européens, et néanmoins pas de rejet de l'Europe. Alors là, il y a probablement beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça. Il est probable que le fait d'avoir eu nos propres guerres civiles sur le sol européen depuis 2 siècles, plus de 2 siècles, fait qu'il y a un sentiment que l'amitié et la coopération intime entre les peuples européens demeure quelque chose de très important. Là, la différence avec l'Angleterre peut peut-être être liée au fait que l'Angleterre n'a pas connu de guerre sur son sol depuis 1000 ans, et donc de guerre étrangère sur son sol depuis 1000 ans. C'est donc un élément de différence qui est probablement significatif. Il y a l'histoire aussi, le fait que l'Angleterre a toujours plutôt bénéficié de la division du continent et qu'elle n'a donc aucune raison historique de penser que c'est bien d'avoir un continent uni. Il y a aussi évidemment la présence qui demeure assez forte, en tout cas dans les médias britanniques, les grands médias britanniques de l'époque où il y avait un empire britannique qui entendait, comme dans le discours de Churchill en 1946 à Zurich, se comparer à l'Union soviétique et aux États-Unis. Vous savez que dans le discours de Churchill, qui est le meilleur plaidoyer pour les États-Unis d'Europe que l'on puisse avoir, qui est brillantissime, bien entendu, il ne met pas l'Angleterre dans les États-Unis d'Europe. L'Angleterre, c'est le British Empire, et le British Empire est l'un des sponsors de l'Europe unie, comme doivent l'être, selon Churchill, les États-Unis et l'Union soviétique. Donc c'est à ce niveau-là que l'Angleterre se place. Donc il y a aussi l'hystérésis, disons, de cette période brillantissime de très grand empire, de vainqueur de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer pourquoi, vu de Londres, il va de soi que le mouvement qui emporte l'ensemble de nos démocraties vers une certaine frustration populiste devrait être anti-européen. Mais je viens de vous le dire, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour des raisons qui sont très complexes, qui ne sont pas simplement liées, à vrai dire, aux enquêtes d'opinion auxquelles je me réfère, mais qui sont liées aussi, dans une très impressionnante mesure, au fait, à ce qui vient de se passer, au fait que nous avons été résilients dans la crise récente. Et donc, je crois qu'il ne faut pas se tromper de diagnostic, disons, sur ce qui se passe en Europe en ce moment. Mais comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire en Europe en ce moment, au niveau européen. Et la liste de ce qu'il faudrait faire n'est pas contestée, à vrai dire. Lorsque le président a été assez audacieux pour lister tout ça, personne n'a dit, mais on ne devrait pas faire. Tout le monde accepte, me semble-t-il, que, en effet, c'est un programme historique pour le moyen long terme. Mais ceci dit, effectivement, la faisabilité politique en ce moment est difficile. Et beaucoup de nos partenaires, qui ont plutôt bien réussi, c'est-à-dire qui sont au plein emploi, ont tendance à dire, écoutez, dans le fond, ça marche assez bien, parce que nous avons le plein emploi, nos syndicats sont plutôt satisfaits, ne réclament pas des augmentations tragiques de salaire ou de rémunération. Donc finalement, dans ce contexte-là, compte tenu des règles telles qu'elles existent, ça peut assez bien marcher. Donc pourquoi vous ne feriez pas comme nous ? Voilà plus ou moins ce que j'observe quand je discute avec nos amis allemands. Ils ne sont pas demandeurs de changements monumentaux, tout simplement parce qu'ils ont l'impression que quand on se gère bien nationalement,
dans le contexte européen tel qu'il est, avec les règles telles qu'elles sont, et il respecte presque toutes les règles, pas le mécanisme de surveillance macroéconomique dont j'ai déjà parlé, parce que 8,5% d'excédent de balance des paiements courants, ce n'est pas un équilibre. Et leur surcompétitivité est flagrante. Donc, encore une fois, si dans un dialogue avec eux, ils diraient très bien, appliquons d'abord dans leur entièreté, y compris vis-à-vis de nous, ce que sont les règles actuelles. Et notre habitude est plutôt de respecter les règles que de les contester. Voilà, je n'en dis pas plus sur ce plan-là. Comme vous voyez, je résume. Un succès historique indéniable, un soutien populaire réel, des défauts qui restent très importants, notamment sur le plan de la croissance, parce qu'il nous faut rattraper les meilleurs, et notamment sur le plan des écarts, disons, qui ne sont pas résorbés d'un pays à l'autre en ce qui concerne le chômage, en ce qui concerne la croissance par tête, en ce qui concerne le niveau de vie par tête, mais qui repose à la fois sur le fait qu'on n'applique pas assez bien la gouvernance telle qu'elle est, et surtout que les politiques nationales ne sont pas nécessairement optimales. Mais bon, ça c'est l'affaire de chaque démocratie politique. Et l'expérience a montré que quand on prenait les décisions appropriées, on avait des résultats qui peuvent être impressionnants. La France est un assez bon exemple. On a décidé de prendre, sur le plan bipartisan, à l'époque où les partis de gouvernement n'étaient pas encore dans une situation aussi misérable que celle d'aujourd'hui. Je ne parle pas du gouvernement actuel, je parle des anciens partis de gouvernement. Au début de l'euro, il faut s'en souvenir, on avait un excédent de balance des paiements courants alors que l'Allemagne avait un déficit de balance des paiements courants. On avait un chômage qui était inférieur à celui de l'Allemagne et une dérivée qui était plus positive que celle de l'Allemagne. C'est ça le point de départ. Alors, c'était parce qu'on avait fait nous-mêmes beaucoup d'efforts de recherche d'une meilleure compétitivité, et c'était aussi parce que nos amis allemands avaient eu la réunification, et que la réunification, évidemment, avait été un formidable défi qui avait contribué à leur perte de compétitivité relative. Mais, encore une fois, le point de départ était assez clair et clairement à notre avantage. Simplement, la différence qui s'est passée, c'est que les Allemands ont tout fait pour résorber leur chômage de masse, et que nous avons beaucoup de mal à considérer que c'est un problème majeur que de résorber le chômage de masse, clairement. D'ailleurs, on vient de le voir, une grande revendication qui vient de s'exprimer, ce n'est pas du tout une revendication ou des revendications qui vont dans le sens de la diminution du chômage. Ce sont des revendications qui vont plutôt, malheureusement, c'est terrible à dire, mais dans le sens d'une augmentation du chômage de masse français, parce que l'augmentation des coûts, et en particulier des coûts du travail peu qualifié, ça fait autant de chômeurs dans nos banlieues et autant de jeunes qui ont beaucoup de mal, de jeunes non qualifiés, malheureusement, et nous en avons beaucoup de mal à trouver du travail. Donc je n'insiste pas là-dessus, mais le problème français, me semble-t-il, est très largement un problème d'absence de lucidité au niveau de la large opinion publique. Parce que je dois dire, ce qu'on vient de dire, je l'ai très peu entendu sur les télévisions, les radios, etc. Très peu. Donc c'est clair, on n'a pas du tout de ce point de vue-là une opinion qui est convenablement éclairée, me semble-t-il. Enfin, c'est un problème majeur. Alors j'avais dit que je parlerais relativement brièvement. Naturellement, je vois que le temps a passé plus que je ne le pensais. Et donc, je crois qu'il faut qu'on interrompe... Sur le Brexit ? Ah oui, sur le Brexit. Alors, sur le Brexit, j'ai déjà dit que l'Angleterre était à part, et cela ressort extrêmement clairement des enquêtes d'opinion. On a une situation qui est très paradoxale, évidemment, puisque l'Angleterre, à plusieurs reprises, a frappé à la porte de l'Europe, à un moment où le général de Gaulle disait non. Et à l'époque, donc, c'était l'Angleterre qui souhaitait absolument entrer, et
les Européens, en tout cas certainement le général de Gaulle et peut-être d'autres, qui n'y voyaient pas du tout l'intérêt de l'Europe. Là, maintenant, on est dans une situation exactement inverse. L'Angleterre part et les 27 ne souhaitent qu'une chose, c'est que l'Angleterre reste. Bon, j'appelle votre attention sur ce point. C'est vraiment un retournement de situation qui est incroyablement spectaculaire et que l'on peut, encore une fois, certainement dans le cas de l'Angleterre, relier à la vague, disons, populiste, entre guillemets, qui marque l'ensemble des pays avancés. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant ? C'est de l'histoire qui se fait, là aussi. Clairement, les Brexiteurs n'avaient pas du tout analysé de manière technique, précise, ce qui pouvait se passer. Ce n'était pas du tout leur problème. Ils ont simplement répondu, et malheureusement de manière victorieuse, à la grande frustration populaire, qui paradoxalement d'ailleurs en Angleterre s'est exercée beaucoup plus à l'égard du plombier polonais, alors qu'on croyait que c'était notre propre caractéristique, qu'à l'égard des Pakistanais ou des Indiens ou des membres du Commonwealth, qui sont évidemment très nombreux en Grande-Bretagne, mais qui, jouant au cricket, apparaissent beaucoup plus acceptables que nos concitoyens d'Europe du centre et de l'Est. Enfin bref, ils ont gagné. Les solutions possibles à partir de maintenant sont assez faciles à lister. Ou bien il y a le hard Brexit, donc aucun accord au moment où, conformément à l'article 50 qui a été déclenché par les Anglais eux-mêmes, on a l'Angleterre part. Là, la Banque d'Angleterre avait estimé que le coût en termes de croissance pour la Grande-Bretagne du hard Brexit serait de l'ordre de 9,5-10% du produit intérieur brut, c'est-à-dire énorme, gigantesque. Et évidemment, le coût pour nous est également très important parce que l'Angleterre est notre premier marché. Enfin, l'Angleterre est le premier marché, disons, de la zone euro, devant les États-Unis. Donc c'est vraiment évidemment très lourd aussi. Alors la taille respective des produits intérieurs bruts fait que les 10% britanniques représenteraient pour nous probablement 1,5 ou 2%, donc beaucoup moins. Évidemment, c'est eux qui provoquent le drame. Enfin, c'est mauvais pour tout le monde, c'est clair. Et certainement très mauvais pour l'Europe, qui prouve alors une incapacité de gérer un problème qui existe depuis le référendum. Deuxième hypothèse, il y a une acceptation finale par l'Angleterre qu'en gros la négociation de Theresa May n'était pas si mauvaise que ça et que moyennant un petit changement dans les déclarations politiques qui est l'objet de la négociation en cours en ce moment entre Theresa May, Jean-Claude Juncker et Barnier, donc là on aurait miraculeusement une acceptation de l'accord dans son principe tel qu'il, et notamment du fameux backstop irlandais. Donc là, on aura simplement connu une péripétie compliquée au niveau de la Chambre des communes, mais finalement, l'accord dans sa presque intégralité qui avait été négocié serait confirmé. C'est une seconde hypothèse. Là, il faut bien le dire, évidemment, c'est l'hypothèse qu'on peut préférer de très loin, parce que le coût pour la Grande-Bretagne, alors, ne serait, selon les mêmes analyses que je crois crédibles, que de 1,5%, et de notre point de vue, ce serait presque négligeable, compte tenu, encore une fois, de la différence de taille des produits intérieurs bruts. Naturellement, il faudrait faire une analyse pays par pays. Il y a ceux qui sont plus liés à l'Angleterre que d'autres. Mais enfin, au total, au niveau de l'ensemble de l'Europe ou de la zone euro, ce serait beaucoup moins important, évidemment, et presque négligeable. Ou bien, alors, vous avez l'acceptation de repousser l'échéance de l'article 50 et donc devant l'incapacité du Parlement britannique soit d'accepter le hard Brexit. Légitimement, comme vous le savez, il y a eu un vote et ils ont dit on ne veut pas du hard Brexit, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils souhaitaient à la place.
À la place, ce qu'ils souhaitent, c'est, on l'a vu, il y a une majorité, la renégociation de l'accord qui avait été déjà négocié. Mais la renégociation dans son intégralité, et notamment la transformation extrêmement importante du fameux backstop irlandais qui doit permettre de ne jamais avoir de frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Donc, devant l'incapacité du Parlement britannique de confirmer quelque accord que ce soit, on peut avoir en effet un prolongement. Et les Européens continentaux, enfin les 27, ont déjà dit, si l'Angleterre demande à avoir un prolongement, eh bien, on lui donnera. Alors là, beaucoup d'hypothèses sont possibles. Si ce prolongement est d'une durée limitée et permet simplement de mûrir les choses rapidement, on est dans un des deux cas précédents. Ou bien on ne trouve pas d'accord, ou bien on trouve un accord raisonnable, acceptable par l'ensemble des partenaires, ou bien ça se prolonge encore. Il y a une sorte de devise britannique, wait and see, qui correspond assez bien à ce prolongement, parce qu'on peut quand même penser que devant l'incapacité de trouver une solution, mais en maintenant néanmoins la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne, petit à petit, les choses mûrissent vraiment. Alors évidemment, les Remainers se disent, si on prolonge indéfiniment, ça veut dire qu'on reste, quoi. Alors, est-ce qu'on reste simplement en prolongeant indéfiniment, ou est-ce qu'on reste en ayant un nouveau référendum, ou est-ce qu'on reste en ayant une solution imaginative purement parlementaire? Tout ça se discute. Je ne probabiliserai pas moi-même les divers scénarios que je viens d'évoquer. Je crois que c'est vraiment improbabilisable. Comme souvent, quand on est devant des événements historiques importants, c'est un événement historique ultra important, certainement ultra important pour la Grande-Bretagne, et évidemment très important pour l'Europe, à vrai dire beaucoup plus important pour l'Europe vue d'Asie et d'Amérique, c'est-à-dire du reste du monde, que pour l'Europe vue des Européens eux-mêmes. Beaucoup d'entre eux disant l'Angleterre n'a jamais vraiment été membre, elle a toujours essayé de saboter un peu quand on voulait aller plus loin. Après tout, certaines voix, même en France, avaient dit très bien, bon débarras, on va pouvoir avancer mieux. Je ne crois pas du tout que ce soit une bonne thèse, mais je ne crois pas non plus que le fait que l'Angleterre nous quitte soit la première pétale de la marguerite démolissant complètement l'Europe. Comme vous l'avez vu dans mon exposé introductif, j'ai plutôt le sentiment inverse, un sentiment de solidité historique de long terme, de bonnes raisons de faire l'Europe et de résilience. Mais vu du reste du monde, effectivement, la métaphore des pétales de la marguerite ne manquera pas d'être accréditée, et ce d'autant plus évidemment que la sortie se ferait dans le drame. Et le paradoxe évidemment de l'Angleterre, c'est que comme tout cela est lié au fonctionnement de ses institutions nationales propres, toutes les difficultés, elle a tendance à les imputer aux Européens continentaux. Et donc, si c'est si difficile, c'est de la faute des Européens continentaux. Et comme, encore une fois, la capacité de communication de l'Angleterre est très forte, c'est un élément qu'il faut avoir en tête. L'idée sera accréditée que, décidément, les Européens continentaux sont très agressifs, très adverses, très butés, d'une certaine manière, et il faut être conscient de cela. Donc tout cela étant dit, je me demande parfois si le prolongement, le wait and see, n'est pas finalement la bonne solution dans une perspective de court-moyen terme. Merci, cher Jean-Claude. Merci beaucoup pour ce remarquable exposé. Ma question porte sur la politique française et celle du président M. Macron actuellement. On ne peut pas mettre en doute la sincérité de son engagement européen et sa volonté de faire avancer les choses. Vous avez évoqué le discours de la Sorbonne en septembre 2017, où ces annonces ont été fortes.
Seulement, on peut s'interroger sur ses marges de manœuvre et sur les leviers politiques dont il peut disposer dans le contexte actuel pour relancer cette politique européenne. Pas plus tard qu'hier, on a vu que notre ambassadeur à Rome a été rappelé pour consultation. Les relations avec beaucoup de pays d'Europe centrale et orientale sont complexes. Madame Merkel semble avoir des difficultés dans ce nouveau mandat à être un partenaire fort pour les autorités françaises. Pensez-vous que véritablement le président Macron, dont je pense vraiment que la sincérité européenne ne peut pas être mise en cause, mais a quand même des leviers pour pouvoir relancer le projet européen dans les perspectives que vous avez dites? C'est évidemment beaucoup plus compliqué depuis que la chancelière a vu son capital politique érodé de manière assez spectaculaire. Clairement, avant les élections allemandes, il me semble très probable, et j'en avais eu le témoignage direct auprès de la chancelière elle-même, que le gouvernement allemand entendait faire beaucoup de choses avec le gouvernement français, avec le président français. Le fait que le mouvement qui a non pas emporté finalement la coalition allemande, mais formidablement affaibli la coalition allemande. Notons que la coalition allemande CDU-CSU plus SPD est toujours majoritaire au moment où nous parlons au Parlement, au Bundestag. Quand je dis que les partis de gouvernement ont été, les anciens partis de gouvernement ont été laminés, c'est vrai dans la quasi-totalité des pays, mais ce n'est pas vrai objectivement en Allemagne. Mais ça n'empêche que le paysage politique a été très profondément modifié. Donc ce qui reste, si vous voulez, de cette volonté stratégique de faire avancer l'Europe, c'est l'accord que j'ai évoqué sur le budget de la zone euro, et dont on ne sait pas encore très bien comment ça va cristalliser, quelles vont être exactement les modalités, disons, de création de ce budget. Et c'est vrai que l'on rencontre, quel que soit le pas en avant qui est fait, et dans quelque dimension que ce soit, on rencontre la difficulté majeure qu'il y a, parce que certains pays sont satisfaits des choses telles qu'elles sont, et ont le sentiment que si on applique l'ensemble des règles, je l'ai déjà dit, on est dans une bonne situation, que donc ils ne voient pas nécessairement, comme les pays dans lesquels les choses ne marchent pas si bien, pourquoi il faudrait imputer à la gouvernance européenne les raisons pour lesquelles ça ne marche pas si bien. Il faut bien voir dans le dialogue entre les deux grands pays qui ont fait l'Europe jusqu'à présent, enfin en tout cas qui ont proposé aux autres Européens de faire l'Europe avec eux, ce malentendu fondamental, qui est un malentendu profond franco-allemand, existe. Donc, sur la liste des avancées de l'Union économique et monétaire proposées par le président, je crois que c'est le domaine budgétaire qui est le domaine important et sur lequel il y a déjà décision politique d'avancer. Maintenant, il faut que les autres pays eux-mêmes nous accompagnent, disons, dans cette volonté politique de marquer que l'Europe ne s'est pas arrêtée, même après l'ensemble des décisions qui ont été prises dans la crise et qu'elle continue d'avancer. Mais il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels le président a suggéré que l'on puisse avancer. L'un des grands paradoxes d'ailleurs dans la relation franco-italienne d'aujourd'hui à laquelle vous avez fait allusion, c'est que les Italiens fondamentalement demandaient finalement la compréhension par le reste de l'Europe que leur position méditerranéenne faisait d'eux un pays particulièrement vulnérable à l'immigration sauvage. Et en fait, nous sommes d'accord. Dans le discours de la Sorbonne, il y a aussi ça, il y a aussi un contrôle quasi fédéral de nos frontières, qui s'impose d'ailleurs. Dans la zone Schengen, clairement, on a besoin d'avoir un contrôle des frontières fédérales. Donc le dialogue difficile entre l'Italie et la France s'explique beaucoup plus par des raisons politiques, à mon avis, et de sensibilité politique, que par un vrai désaccord de fond sur ce que devrait faire l'Europe dans les circonstances actuelles. Mais encore une fois, je me référais aux enquêtes d'opinion, il y a plus de soutien pour une défense européenne, même en Angleterre, pour une sécurité externe et interne européenne, partout dans tous les pays, pour
une lutte contre le terrorisme au niveau européen d'ensemble, qu'il y en a pour faire des avancées supplémentaires dans le domaine de l'union économique et monétaire. Donc il y a un potentiel qui est encore inexploité, très largement parce que dans tous ces domaines, l'histoire de l'Allemagne fait qu'il y a une énorme réserve vis-à-vis d'avancées importantes dans ce domaine. Et donc, il faut tenir compte de ça. Mais néanmoins, la rhétorique a changé. La chancelière, après certains comportements de Trump, a dit extrêmement clairement qu'elle pensait qu'on ne pouvait plus compter sur les États-Unis comme on pouvait le faire auparavant. Donc l'Allemagne, l'opinion allemande est en train de mûrir sur ce point. Mais le poids de l'histoire demeure, évidemment. Et dans ce domaine, ce qui est vraiment un domaine d'une importance considérable, défense et sécurité, c'est un fait que le départ de l'Angleterre est tragique, parce que l'Angleterre est avec la France le pays qui a l'expérience non seulement des interventions militaires qui est une vraie caractéristique franco-britannique, mais aussi de la dissuasion nucléaire, qui est aussi le privilège, la marque de ces deux nations. Or, un jour ou l'autre, il faudra bien que l'Europe ait une capacité non seulement d'intervention, ce qu'elle aura sûrement, mais aussi une capacité de dissuasion stratégique qu'elle n'a absolument pas pour le moment. Donc je crois, si vous voulez, qu'on va voir. Mais le président, la France, est dans une position centrale, évidemment, dans la configuration, dans la constellation de positions à la fois européenne et mondiale dans laquelle nous sommes actuellement. Thierry Gaudin, je fais de la prospective. J'ai une question de géopolitique. Il y a deux chefs d'État qui avaient envisagé que le pétrole soit payé dans une autre devise que le dollar, Saddam Hussein et Kadhafi. Ils n'ont pas survécu, comme on sait, dans des circonstances tout à fait dramatiques. Alors, actuellement, la situation a changé. Dans ce sens, Saddam Hussein imaginait que le pétrole puisse être payé en euros. Et actuellement, nous avons, du côté des États-Unis, un pseudo-conflit avec l'Iran. Est-ce que, à ton avis, l'Europe peut jouer la carte d'une négociation avec l'Iran qui permette de contourner ce monopole du dollar, notamment pour l'approvisionnement pétrolier, évidemment? C'est ce que la Commission et les Européens s'efforcent de faire en ce moment. Et le fait est qu'on va voir exactement quel sera et comment pourrait fonctionner le mécanisme. Il est clair qu'on peut très très bien imaginer que les transactions, pour quelque matière première que ce soit, ou pour quelques biens et services que ce soit, se fassent en euros et pas en dollars. Bon. Là, le problème est très singulier. Les États-Unis ont décidé, à vrai dire, et c'est ça qui est grave, hein, il faut bien comprendre que l'accord avait été négocié et signé par Obama, mais pas par le Parlement lui-même, pas par le Congrès. Le Congrès était hostile à l'accord avec l'Iran. Ce que Trump a fait, c'est de revenir à la position du Congrès. Et donc, sur l'Iran, il n'y a pas un désaccord monumental entre républicains et démocrates. Il y a un très large sentiment commun. La doctrine juridique américaine, je parle sous le contrôle des juristes qui sont ici présents, est qu'ils ne reconnaissent pas le droit international comme s'imposant à eux. Ils ont leur propre décision. Et donc, ils considèrent comme parfaitement légitime d'utiliser tous les moyens possibles pour appliquer, en quelque sorte, et obliger les autres à appliquer leurs propres nouvelles règles s'agissant de l'Iran. Donc moi, j'interprète notre difficulté, non pas parce que l'euro ne serait pas au niveau du dollar des États-Unis. L'euro existe. J'ai déjà noté qu'en ce qui concerne, à tout le moins, les transactions, le paiement, on a une position extrêmement forte pour l'euro. Donc ce n'est pas tellement ça. Le problème, c'est que c'est le chantage, entre guillemets, exercé
par les États-Unis, mais encore une fois pas par M. Trump seul, par tous les États-Unis, toutes les sensibilités politiques aux États-Unis, contre ceux qui n'appliqueraient pas ce qu'ils estiment devoir être appliqué. Alors ça peut être... vous avez des intérêts aux États-Unis, ben soyez conscient du fait que vos intérêts aux États-Unis vont être mis en cause dramatiquement. Et ça s'applique évidemment au premier chef à toutes les multinationales, à toutes les entités importantes qui peuvent se retrouver dans une situation très difficile et qui donc n'ont pas hésité à dire non, ne comptez pas sur moi pour participer à une opération qui reviendrait comment dirais-je, à ne pas appliquer ce que les Américains peuvent imaginer. Et ça s'applique dans tous les domaines financiers, non financiers. On est en présence, disons, d'une double difficulté liée à la taille des États-Unis, à l'influence des États-Unis et aussi à leur interprétation de l'articulation entre le droit domestique et le droit international. Il y a un autre phénomène qu'il faut bien prendre en compte, c'est que quand on a pris l'habitude d'avoir une cotation de certaines matières, de matériaux, que ce soit le pétrole, les métaux, etc., dans une certaine devise, et qu'il y a eu une sorte de cristallisation de cette devise, il est très difficile d'en sortir, si vous voulez. Même lorsque le dollar était beaucoup plus important que le sterling, un certain nombre de métaux continuaient à être cotés en sterling parce que c'était l'habitude. Donc l'idée de dire on va sortir du dollar non seulement en ce qui concerne, on va sortir du dollar, oui, non seulement en ce qui concerne le règlement et la monnaie de règlement, mais aussi en ce qui concerne la cotation, ça, c'est ultra compliqué, parce que ça veut dire que vous êtes complètement en dehors des habitudes mondiales de marché. Donc ça viendra un jour, probablement, avec la diminution progressive du poids des États-Unis eux-mêmes, mais ça ne sera pas immédiat. Et donc, vous voyez, je suis assez optimiste pour notre capacité, pour les entités qui ne sont pas soumises parce qu'elles n'ont pas d'intérêt aux États-Unis ou parce qu'elles ne redoutent pas quoi que ce soit venant des États-Unis. Là, il est très possible de monter des opérations qui seraient en autre devise que le dollar, en euros, ou d'ailleurs en d'autres devises même que l'euro. Tout cela est possible. Mais penser qu'on va changer fondamentalement l'importance de ce que j'appelais le chantage, qui de leur point de vue n'est pas du tout un chantage, hein, c'est simplement l'application de leur propre interprétation juridique. Donc penser qu'on va pouvoir échapper à ça pour des entités un tout petit peu importantes ayant des intérêts mondiaux, ça me paraît très, très difficile. Donc, ce qui est très important, c'est que les États-Unis se rendent compte que ce qu'ils font va à l'encontre, évidemment, de leurs vrais intérêts à très long terme, parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que le monde entier recherche désespérément les moyens d'éviter les États-Unis. C'est absurde. Il nous reste deux questions. François Buchet. Il allait vite. Alors, François Buchet, ancien proviseur pendant une trentaine d'années, et président de Greta, ancien membre du comité d'éducation économique. Merci, Monsieur le Président, pour votre intervention très claire. Même pour un néophyte comme moi, ça rend les gens intelligents. Merci beaucoup. Et la France, Monsieur le Président, 1 000 milliards d'euros de déficit, à peu près une année 100% du PNB. 30% seulement de la dette française est tenue par les Français. Une industrialisation qui est déclinante. Vous l'avez dit, des politiques de lutte contre le chômage qui ne sont pas très affirmées. On ne peut pas dévaluer compte tenu du fait que nous sommes dans l'euro. Je veux dire, est-ce que nous avons encore notre destin en main ? Évidemment, nous avons notre destin en main. Et la preuve en est qu'avec exactement le même environnement international, avec le même environnement sur le plan des monnaies, avec le même environnement sur le plan de la gouvernance d'une manière générale, d'autres pays qui sont exactement dans notre situation connaissent le plein emploi et ont des concitoyens relativement satisfaits. Encore une fois, même le pays avec le plus grand succès économique dans tous les domaines, y compris celui de l'emploi, se retrouve néanmoins avec ce sentiment
très important, partagé par beaucoup de concitoyens, selon lesquels finalement la démocratie représentative ne marche pas bien et la volonté de changement est flagrante. Notre pays est le plus flagrant exemple de volonté de changement que l'on puisse trouver au cours de ces derniers temps. Alors oui, notre pays est dans une mauvaise situation. Il est dans une mauvaise situation sur le plan des finances publiques. C'est, en gros, pour simplifier, le plus mauvais en Europe sur le plan de la dépense publique en proportion du produit intérieur brut. Plus mauvais en Europe, plus mauvais au sein de l'ensemble des pays avancés, et évidemment plus mauvais au sein du G7. S'agissant du pourcentage de dépenses publiques en proportion du PIB, l'OCDE nous donne 57,5%, ça dépend des méthodologies, mais c'est beaucoup plus que l'Allemagne. Certaines statistiques donnent 13% de plus que l'Allemagne. Moi, j'aurais tendance à dire que ça doit être à peu près 10% de plus que l'Allemagne, compte tenu de certaines différences méthodologiques. Mais vous vous rendez compte, un pays comparable à côté de nous et qui arrive à consacrer finalement au secteur privé, entre guillemets, 10 points de plus de son propre produit intérieur brut. Nous sommes mauvais, je dirais là aussi, les plus mauvais en ce qui concerne la balance des paiements courants. Tous les pays qui ont eu des difficultés, pratiquement, sont maintenant en excédent. L'Italie est en excédent. L'Italie a beaucoup moins de problèmes budgétaires que nous et beaucoup moins de problèmes externes que nous. Enfin, problème, c'est pas tragique, mais tous les autres sont en excédent. Alors évidemment, par rapport à l'Allemagne, quand je vous ai dit, encore en 99-2000, nous avions un excédent de balance des paiements courants, ils avaient un déficit. Là maintenant, c'est 8,5% d'excédent pour l'Allemagne contre 2,5% pour la France. Alors, je parlais de l'absence de lucidité stratégique de notre opinion publique. Ce que personne ne sait en France et que personne ne dit, et que personne ne peut même dire en France, même avant les Gilets jaunes, c'est qu'on a distribué en France beaucoup plus d'augmentation de traitements et salaires qu'en Allemagne, depuis la création de l'euro. Et moi, je montrais ces chiffres à tous les ministres des Finances de la zone euro, quand j'étais président de la Banque Centrale Européenne, depuis 2005 jusqu'à mon départ en 2011. Depuis 2005, parce que j'ai été nommé en 2003, mais c'est en 2005 que la Banque Centrale Européenne et moi-même avons considéré que notre problème principal, ce n'était pas l'inflation, parce que nous arrivions à assurer la stabilité des prix dans d'assez bonnes conditions, mais que c'était les divergences persistantes de compétitivité et de comptes externes entre les différents pays de la zone. Donc, différence entre France et Allemagne, à peu près 16% d'augmentation de salaire et de coûts unitaires de production, parce qu'on a eu à peu près les mêmes progrès en termes de compétitivité, mesurés par la productivité. Les progrès de productivité ont été à peu près les mêmes en France et en Allemagne, mais les distributions de salaires et de traitements ont été, encore une fois, de 16% de plus chez nous. Personne n'en était conscient, parce que ça se passait tranquillement, année après année. On avait le sentiment, nous, de faire à peu près ce qu'il fallait faire, et les Allemands, eux, se serraient la ceinture, parce que l'objectif principal de l'ensemble des partenaires sociaux, c'était de supprimer le chômage de masse. Ils ont réussi à supprimer le chômage de masse. Ils ont traversé la crise sans avoir la moindre augmentation de chômage, du fait de leur surcompétitivité, entre guillemets. Et qui sait en France que notre problème majeur, dans beaucoup de domaines, pas tous, mais beaucoup de domaines, est lié au fait qu'on a abandonné finalement l'idée de la désinflation compétitive qui avait été la marque bipartisane de la France, en gros depuis les années, disons, 83 jusqu'à la création de l'euro. Donc vous voyez, on a accumulé des problèmes de compétitivité. Alors on n'a pas eu de crise nous-mêmes, comme les Italiens, comme les Espagnols, comme l'ensemble des petits pays que j'ai déjà évoqués. Et donc on n'a pas eu l'épée dans les reins, on n'a pas traité le problème comme les Espagnols ont pu le faire, ce qui leur donne aujourd'hui d'ailleurs des avantages compétitifs assez considérables.
Et tout repose sur notre nouvelle lucidité stratégique. Est-ce qu'on est capable... Alors, j'ai un bon exemple qui est un exemple à contrario. Le mouvement des Gilets jaunes demandait une augmentation spectaculaire du SMIC qui eût été une catastrophe absolue. Parce que augmenter le SMIC, ça veut dire créer des chômeurs supplémentaires, de manière absolument mécanique dans une économie de marché. Puisque notre problème principal, c'est déjà qu'on a un problème pour le travail absolument non qualifié, le travail des jeunes non qualifiés. On a un problème terrible qui fait qu'ils ne trouvent pas de boulot. Donc, c'eût été un désastre. Et c'est astucieux, si je puis dire, d'avoir protégé la lutte contre le chômage en n'augmentant pas le SMIC, mais en trouvant un autre mécanisme pour distribuer de l'argent. Naturellement, l'autre mécanisme, et on est à la question précédente, il repose sur des dépenses publiques, donc dépenses publiques supplémentaires, donc aggravation de notre position en matière de dépenses publiques. Mais c'est quand même plus important d'avoir, me semble-t-il, protégé la lutte contre le chômage. Mais comme personne n'a dit ça, ça repose, c'est absolument tragique, ça repose uniquement sur la lucidité du gouvernement et du président, quoi. Il faut être lucide pour le compte de tout le monde, puisqu'il n'y a pas une seule voix pour dire « attention, malheureux, ce serait horrible, on va créer encore des chômeurs supplémentaires alors que nous avons malheureusement un échec monumental dans ce domaine. » Monsieur le Président, Éric Thorez, professeur de finance, vous avez donné l'exemple tout à l'heure de l'idée à terme d'un président de l'économie en Europe. Vous savez bien que c'est un sera possible que le jour où on aura un président des États-Unis d'Europe. Et ça va prendre beaucoup de temps. Dans son discours d'adieu l'année dernière, Gérard Amex, que vous connaissez fort bien, qui est l'ancien président de l'autorité des marchés financiers, regrettait à son propre niveau de ne pas avoir assez interféré au niveau de la gouvernance européenne, la gouvernance des banques en Europe et des marchés financiers, notamment au niveau de l'ESMA. J'ai lu dans votre petit texte de présentation que vous étiez aujourd'hui à la tête, avec d'autres, d'un groupe de réflexion sur la gouvernance financière mondiale créé en 2017. Quelles sont les mesures concrètes, je dis bien concrètes, que vous pensez mettre en œuvre pour justement ramener un peu de l'argent dans les caisses des États-nations d'Europe et pas que d'Europe finalement, afin, par exemple, de diminuer les 100 000 milliards de dollars, je dirais, d'argent qui court dans ce qu'on appelle le shadow banking, au détriment, en définitive, de l'économie classique et de l'économie régularisée. Merci. Là, la question est très, très vaste et elle couvre un champ immense. On a publié notre rapport, donc le rapport du groupe EPG, qui a été fait au G20, et comprend toute une série de mesures. Mais évidemment, c'est un rapport qui est mondial, qui n'est pas dirigé le moins du monde sur l'Europe particulièrement, et donc qui s'inscrit, disons, dans une perspective d'amélioration substantielle de la gouvernance internationale, mais principalement avec le souci de favoriser, disons, les pays en développement, les pays les plus pauvres et les pays émergents. Il se concentre beaucoup plus sur, je dirais, l'optimisation de l'aide au développement, l'optimisation des banques multilatérales de développement, la manière dont le FMI, la Banque mondiale peuvent s'améliorer eux-mêmes. Il ne traite pas à titre principal des règles de prudence mondiale, mais je vous rejoins complètement naturellement sur le fait que nous avons, je crois, amélioré beaucoup dans le bon sens les règles de prudence pour les banques, mais que nous avons encore des problèmes considérables dans les non-banques. Non pas que l'argent soit gaspillé nécessairement, mais c'est une source d'instabilité financière, et donc ça peut nous conduire demain à avoir de nouveaux problèmes monumentaux. D'une manière plus générale, si vous voulez, le rapport aussi se concentre sur la manière dont on peut organiser ce qu'on appelle des filets de sécurité au niveau mondial, en tenant compte du fait qu'il y a une probabilité de nouvelles crises mondiales, et donc comment articuler les filets de sécurité nationaux, les filets de sécurité continentaux. Les Européens donnent un bon exemple de filet de sécurité continental, j'ai évoqué le ISM, et le filet de sécurité mondial ultime
les filets de sécurité mondiale ultimes que sont le FMI d'un côté et les accords de swap entre grandes monnaies, entre grandes banques centrales, ou petites d'ailleurs, banques centrales au niveau international, de manière à avoir, comme on l'a fait dans la crise de 2007-2008, une correction très importante de ce que, spontanément, disons, la finance internationale était en train de produire. Donc, je vous rejoins totalement sur l'encouragement à faire en sorte que l'on traite tous les problèmes de déséquilibre potentiel au niveau mondial. Mais il y a un point sur lequel j'insisterai particulièrement, parce que ma conviction que nous avons en face de nous, à nouveau, des problèmes absolument majeurs de crise mondiale, de crise économique et financière mondiale, je vais tâcher de le résumer, c'est toujours une simplification que de résumer. Avant la crise, on a vu les encours de dette en proportion du produit intérieur brut, public et privé, augmenter de manière considérable en proportion du produit intérieur brut. Donc s'il y a un indicateur de vulnérabilité qui est important, c'est celui de l'endettement total, public et privé, en proportion du PIB mondial. Ça avait augmenté sur 7-8 ans d'environ 25%, plus 25% du PIB mondial, dans les analyses que nous avons d'ailleurs publiées dans le G30 que j'ai présidé il y a 3 ans maintenant. Après la crise, l'endettement mondial en proportion du PIB a continué à s'accumuler au même rythme. Après la crise, au même rythme. Donc, on avait identifié un leverage excessif, un niveau mondial d'endettement excessif comme étant l'une des causes, pas la seule, mais l'une des causes importantes de la crise. Et au lieu de corriger cela, on a corrigé, on l'a dit, les règles prudentielles pour les banques. Un certain nombre de pays, eux-mêmes en crise, ont évidemment corrigé leur propre trajectoire parce qu'ils étaient eux-mêmes en crise. Mais au niveau mondial, ça a continué. Alors, dans des conditions un peu différentes, avant la crise, c'était 90% de l'accroissement d'endettement mondial, 90% de l'endettement mondial était fourni, si je puis dire, par les pays avancés, 10% par les pays dits émergents. Après la crise, c'est du 50-50. Ça veut dire que les pays émergents ont multiplié leur propre contribution à l'endettement mondial par 5. Et ça veut dire que les pays avancés ont diminué leur propre contribution à l'endettement mondial dans un facteur 2. Donc vous voyez, rééquilibrage. Ce n'est pas tellement étonnant parce que c'était dans les pays avancés qu'était née la crise. Nos amis des subprimes États-Unis, Lehman Brothers États-Unis, crise des risques souverains, épicentre en Europe. Mais vous voyez à quel point, si tant est qu'il y ait une économie mondiale intégrée qui soit l'entité pertinente à prendre en compte aujourd'hui, et je crois que c'est le cas, on est aujourd'hui dans une situation qui potentiellement est aussi grave que celle que l'on avait en 2007. Et quand je dis aussi grave, je devrais dire plus grave, parce que ça s'est accumulé dans tous les pays, quels qu'ils soient, mais au niveau mondial à peu près du même montant. Quand on regarde les pays émergents en question, évidemment la Chine est un point particulièrement inquiétant. Donc il n'est pas acquis que la crise prochaine, si et quand elle éclate, aura les mêmes caractéristiques que la crise passée, mais ce qui est sûr, c'est que nous allons avoir de nouveaux défis, des défis monumentaux, quel que soit le point de départ de la crise. L'expérience a montré que la contagion pouvait être extraordinairement rapide et absolument dévastatrice. Merci, cher Jean-Claude Trichet. Je ne vais pas mettre d'adjectif. La teneur et la qualité du silence qui a accompagné vos propos dénote le grand intérêt de tous nos participants. Pour une fois, je vais montrer le cadeau que nous souhaitons vous faire, parce qu'un grand financier comme vous, nous connaissons aussi vos qualités de cœur, et nous sommes au moins d'accord sur ce titre de ce beau livre du dominicain le Père Brault, j'espère que vous ne l'avez pas encore eu, « La beauté sauvera le monde ».